quelques encablures de la ville de Brest, Plouzané, membre de la communauté urbaine, à la croisée des chemins de terre et de mer, accueille régulièrement de nouveaux habitants. Les agriculteurs de Plouzané, organisés en CUMA, coopérative d'utilisation du matériel agricole, souhaitent tisser des liens avec les citadins qui, de plus en plus nombreux, partagent désormais le territoire de la commune, à la fois rural, urbain et littoral. En partenariat avec la ville de Plouzané, ils vous invitent aujourd'hui à découvrir leur métier et leur cadre de vie en constante évolution. La commune de Plouzané avait 2000 habitants en 1960. Elle en a aujourd'hui plus de 12 000. Ça a été une progression très rapide, particulièrement dans les années 70-80, en accession à la propriété et avec la création d'une ville nouvelle en quelque sorte entre son bourg traditionnel et le hameau de la Trinité. Située sur la route des plages vers le Conquet, Plouzané, 3314 hectares, offre sur 9 km une succession de points de vue remarquables sur le goulet de Brest et la presqu'île de Crozon. La façade maritime de Plouzané, grâce à l'implantation du technopôle brest-iroise, met en valeur grandeur nature les pôles d'excellence de la région, enseignement supérieur et laboratoire de recherche, industrie de haute technologie, sciences et techniques de la mer, télécommunications, institut d'envergure européenne. Tournée vers les terres, la zone artisanale de Mesquezel, une gamme conséquente de commerces et une agriculture dynamique constitue une palette d'activités complémentaires animée par une volonté commune, la qualité de vie. Les jeunes de moins de 20 ans représentent plus de 30% de la population. 7 écoles maternelles, 7 écoles primaires et 3 collèges accueillent les scolaires. Les équipements sportifs, culturels ou sociaux connaissent une affluence record de 18 à 50% au-dessus de la moyenne nationale selon les activités. Pour favoriser l'approche des nouvelles technologies et la réflexion collective nécessaire à leur bonne utilisation, la municipalité s'est engagée dans le projet Cybercommune. Elle a choisi de mettre à disposition de tout public des outils et supports multimédia dans des équipements de quartier. Au bourg, à la Trinité ou à Castelnevez, le développement urbain s'est toujours effectué en ayant soin de préserver le cadre naturel. La vie sociale et scolaire sont fortement présentes et actives. Aujourd'hui, les associations très nombreuses et les représentants des activités économiques, avec les élus de la ville bien entendu, ont su créer un équilibre et surtout de l'animation des liens entre les habitants. Dans un souci de valorisation des sites et des richesses architecturales, le fort du Délec est désormais ouvert à la population et aux artistes.
La chapelle de la Trinité témoigne d'un patrimoine religieux varié. Les fêtes annuelles gardent toute leur importance. Alors il y a surtout une chapelle qui s'appelle Beaudenou, qui est un lieu chargé de mémoire, un lieu magnifique avec des arbres ancestraux. Nous souhaiterions beaucoup ouvrir ce lieu où il y a un pardon tous les ans aux nouveaux Plouzanéens, d'en faire aussi un lieu pour le nouveau Plouzané, qu'il puisse rejoindre la mémoire des pères, retrouver aussi ce goût de la nature, cette harmonie entre l'homme, son environnement et la nature. Le mot lui-même de Plouzané est attaché à l'histoire d'un homme qui s'appelait Sané, donc, dont chacun sait qu'il est venu d'Irlande. Il y a une fontaine, toute chose qui montre un enracinement profond. Acteurs essentiels de cet enracinement profond, les agriculteurs de la commune ont vu leur paysage professionnel se modifier au rythme de la croissance de la ville de Plouzané. À l'Arvor et à l'Argoat d'origine s'additionnent aujourd'hui 4 pôles urbains, Castelnevez, la Trinité, le bourg, le Technopôle. Le nombre d'exploitations agricoles à Plouzané aujourd'hui est de 42 précisément. Ce nombre a beaucoup évolué ces dernières années. Lorsque j'ai été élu maire, il y en avait de l'ordre de 80. Je pense que l'agriculture aujourd'hui, si elle veut continuer à exister, ne pourra tenir que si nous savons travailler ensemble. C'est que si les exploitants agricoles peuvent toujours continuer à prendre des responsabilités dans les organisations professionnelles. Mon souhait pour les années à venir, compte tenu de cette diminution importante sur quelques années, c'est qu'il y ait cette activité agricole qui se maintienne avec son dynamisme, avec son ouverture, et puis que l'on puisse voir des jeunes s'y installer. Dans les années 50, plus de 150 exploitations élevant quelques vaches, quelques truies, de la volaille fournissaient le marché local. Sur cette terre à vocation d'élevage, l'accroissement de la demande pour atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire au plan national a conduit l'agriculture à se spécialiser. Ici, les agriculteurs, respectueux du rythme des saisons, laissent à la nature le temps de faire son œuvre pour la croissance des graines. Le maïs, récolté à la fin de l'automne, pallie aux besoins essentiels de fourrage en hiver tandis que la terre se repose. Le temps des chantiers d'ensilage organisés par les agriculteurs et leurs CUMA ou en interCUMA favorise l'entraide et le travail d'équipe. Pour le maïs, la plante entière est broyée et stockée en silo, en un tas bien compact pour une bonne conservation. Dès le printemps, les animaux sont au pâturage et le surplus de production d'herbe est stocké en prévision de l'hiver, de même que le foin.
Ça y est, pas mis quoi au dorm. Bon, allez. Quoi? Beaucoup plus que ça, le vendredi, c'est comme ça à l'Arsenal. T'as pas fini, quoi. Marcel, t'as avant un peu, non? Non, pas avant, c'est toi? Merci, on se voit Francis. Il a dit, le courant a 2 ans et demi, et moi j'ai fait. Non, mais chez nous, il y a 2 hectares. Il a modesté le tali, il était dans le tali. L'herbe reste l'essentiel de l'alimentation au pâturage, au printemps et en été. Bon, mon objectif, c'est d'essayer de faire mon quota laitier, quoi. Bon, avec le minimum de vaches aussi, en essayant d'améliorer la production, quoi. Pour la période hivernale, une fois arrêté les vaches à l'herbe, bon, je mets du colza. Si je travaille avec beaucoup de produits de la ferme, c'est pour essayer d'avoir un coût du revient de l'huile de lait au plus bas, quoi, hein. Le maïs compacté sera distribué chaque jour à l'auge ou en libre service. Les vaches disposent d'eau et de foin à volonté. Les bâtiments servent de lieu de couchage et d'alimentation. Une relation de confiance s'établit entre le treilleur et l'animal. La traite a lieu matin et soir, chaque jour de la semaine. En tant qu'agriculteur et producteur de lait, qu'est-ce qu'il faut pour réussir, pour faire un lait de qualité? Ce qui est agréable, c'est d'avoir un bon local déjà pour la traite proprement dite, pour que les animaux soient à l'aise, une étable propre, une salle de traite avec un matériel en état. Ensuite, comment procéder pour avoir le lait de qualité? Il faut donc, point de vue hygiène, laver les trayons des vaches, les bien essuyer et avoir des gestes efficaces et sûrs pour assurer après donc éviter donc qu'il y ait un microbe à s'installer. On pulvérise ce produit sur la mamelle de la vache. Le lait est aussitôt refroidi à 3 degrés, ce qui lui permet de garder toutes ses propriétés. Pendant la collecte du lait, des échantillons sont prélevés régulièrement chez le producteur, puis analysés en laboratoire pour contrôler la qualité du produit. Environ 30 exploitations approvisionnent 3 usines de transformation du secteur qui valorisent la production en lait de consommation, beurre, crème, yaourt, fromage. L'éleveur peut faire appel à des prestataires de services. Le contrôleur laitier passe une fois par mois pour vérifier la production de chaque vache et mettre à jour différents tableaux de bord qui aident l'éleveur dans la gestion de sa production.
L'inséminateur, outre la mise en place de la semence, conseille l'éleveur dans les choix des taureaux pour améliorer la qualité génétique du troupeau. Voilà. Les vaches donnent en moyenne un veau par an élevé au lait. À sa naissance, le jeune veau est identifié grâce à des boucles. L'éleveur lui prodigue des soins attentifs et le pèse régulièrement pour contrôler sa croissance. La petite génisse, future laitière, est nourrie avec de l'herbe, du foin et un peu de céréales. À l'âge de 2 ans, elle aura son premier veau. Sur la commune, la production de viande bovine se fait surtout à partir de vaches allaitantes de race charolaise, nourries exclusivement avec du fourrage ou en atelier complémentaire, croisement de races laitières et bouchères. À l'âge de 8-10 mois, ces animaux offrent aux consommateurs une viande de très bonne qualité, distribuée localement. Les efforts mis en œuvre par les éleveurs sont valorisés par les différents réseaux de distribution. Pour le bœuf, on a un cahier des charges avec Bifarmor, Socopa, qui s'engage à nous fournir des bêtes du même âge tout le temps, la même qualité, quoi. Donc on a les certificats de traçabilité, donc le nom de l'éleveur, l'âge de la bête, la date de naissance, numéro de carcasse, date d'abattage. Donc pour le veau, c'est pareil. On a les certificats, donc des veaux élevés au lait entier. Donc ils sont élevés dans toute la Bretagne, avec le numéro de tuerie, le nom de l'éleveur, la localité. Plouzané, une ville à la campagne. La cohabitation sereine entre citadins et agriculteurs passe par la découverte et la compréhension de leur métier.
Les céréales, récoltées puis broyées, servent à l'alimentation des vaches et des porcs. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle le bâtiment verraterie. Alors, les truies vont venir tout à l'heure donc dans les cases qui sont ici. Hein? C'est-à-dire que lorsqu'elles ont allaité leurs petits pendant un mois. Et la semaine prochaine, elles vont être en chaleur et donc elles vont être saillies la semaine prochaine. Elles vont recommencer notre cycle. Au niveau de l'élevage, c'est vrai que tout est contrôlé de l'aliment. Je garde tous les bordereaux d'aliments. Ensuite, les bordereaux de livraison des cochettes, des vérins. Ensuite, tous les produits vétérinaires qui sont utilisés, tous les bons de livraison de produits vétérinaires. Et puis également donc les dates d'entrée et de sortie dans chaque bâtiment. Les porcelets que vous avez là dans la porcherie actuellement en maternité, ce sont des porcelets qui ont une semaine. Ils sont nés jeudi dernier. Alors ce sont des porcelets qui vont rester donc avec leur mère pendant encore 3 autres semaines. Et au bout de 3 semaines, donc, ils vont être séparés, ce qu'on appelle le sevrage. Combien les truies peuvent-elles avoir de portées par an? Alors dans l'année, les truies, elles font donc 2 portées et à peu près la moitié d'une autre gestation. Ce qui veut dire que sur 2 ans, elles font pratiquement 5 portées sur 2 ans. Elle a combien de bébés à chaque portée? Bien sûr, c'est variable. Mais en moyenne, ça fait 12 à 13 porcelets. La reproduction porcine se fait par saillie ou insémination artificielle. Combien de temps ils peuvent vivre? Les porcelets qui sont là, ce sont des porcelets qui sont destinés donc à faire de la charcuterie. Ça veut dire qu'ils vont être engraissés, être élevés pendant 6 mois à peu près. Et à 6 mois, ils vont à l'abattoir donc pour faire du jambon, charcuterie, rôti, tout ce qu'on veut. Toutes les préparations. Voilà un porcelet qui a 1 mois. Ça grandit vite un porcelet. Hein. Bah attends, mais j'essaie de voir, je t'ai déjà touché tout à l'heure. Il y a un bœuf? Oui. Ah ouais? Une bonne alimentation, la recherche du bien-être de l'animal, une ambiance saine, température, ventilation, repose sur les compétences de l'éleveur. Hygiène et confort de travail lui permettent d'assurer la bonne croissance des animaux.
les céréales ou le maïs gras sont distribués avec de l'eau sous forme de soupe. Cette tâche est souvent automatisée et informatisée. Le porc, tatoué au numéro d'identification de l'élevage où il reste environ 6 mois, part ensuite à l'abattoir. Les abattoirs régionaux et les nombreuses industries agroalimentaires transforment et valorisent la viande fraîche ou les diverses charcuteries. À Plouzané, la vingtaine d'exploitations porcines desservent les boucheries, charcuteries et enseignes locales. La viande de porc est une viande festive et conviviale qui se prépare de 1000 manières, toutes plus savoureuses les unes que les autres. Un autre type d'élevage, celui des volailles, poulets et dindes de chair. Les bâtiments sont équipés de matériel informatique qui servent à la surveillance de l'ambiance de l'air ou à la distribution de l'alimentation des animaux. Si l'on se reporte à une quarantaine d'années, rares étaient les fermes qui n'avaient pas un hectare de pommes de terre. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée, quelques-unes seulement ont persévéré et en ont fait une spécialisation. Deux méthodes cohabitent, le tout mécanique avec une main-d'œuvre limitée ou le travail en entraide. La récolte est mécanisée. Quand on sème les pommes de terre, d'abord on travaille en groupe, c'est-à-dire entre voisins. La primeur, on commence souvent en janvier la plantation pour continuer jusqu'à fin mars. Alors comment ça se déroule? Habituellement le matin, entre le voisin et moi, on charge les clayettes, donc ce qu'on vend dans les remorques, et l'après-midi on fait la plantation. La plantation, comme c'est automatique, en gros il faudrait 4 personnes pour être facile. Mais bon, ça peut se faire à 2. La zone côtière, moins sujette aux gelées, favorise la production des choux-fleurs. Plantés durant l'été, leur récolte commence en période hivernale et s'échelonne sur plusieurs mois selon la précocité de la variété.
le chou est à maturité, la récolte s'effectue avec le plus grand soin pour préserver sa fraîcheur et son plus bel aspect. Le microclimat du bord de mer permet aussi la culture de fraises en plein champ. J'ai commencé en 1957, donc c'est la 43e récolte que je vends. Et chaque variété a ses exigences. On ne cultive pas une fraise précoce de la même manière qu'une fraise tardive, parce qu'il y a des exigences en température, en luminosité. Tout cela compte et en date de plantation également. On peut dire qu'en moyenne, on arrive à cueillir 12 kg à l'heure. En moyenne. Ça n'empêche pas que des fois, on arrive à faire un peu plus et des fois un peu moins si c'est en fin de cueillette. Vu que je vends directement aux commerçants, si je n'ai pas la qualité, je suis tenu de faire la qualité. Parce qu'il y a un nombre considérable de variétés de fraises qui n'ont pas la même saveur. Et je ne peux pas chercher le rendement à tout prix, il faut que la qualité y est. Autre voie de diversification, l'élevage et le dressage des chevaux. Donc on a une 50aine de chevaux. La plupart c'est pour la compétition surtout en obstacle, dressage complet aussi. On commence en endurance. C'est des chevaux qui sont sélectionnés sur leur performance, c'est-à-dire que les pères et mères sont en compétition et logiquement ça donne des produits aptes à faire la compétition. Les jeunes chevaux sont mis en concours à partir de 4 ans, c'est des épreuves spéciales jeunes chevaux, c'est-à-dire à 4 ans ils vont faire 12 parcours, à 5 ans ils vont faire après 20 parcours. Et les chevaux qui arrivent à 6 ans, sur les épreuves 6 ans, c'est vraiment des cracks. De toute façon, il n'y a pas de mauvais chevaux, il y a des mauvaises utilisations. Un cheval qui n'est pas bon dans l'obstacle peut très bien être très très bon en dressage et vice versa. Une exploitation agricole, c'est comme une entreprise. Il faut qu'on tienne ses comptes et tout simplement pour savoir où on en est de nos résultats dans l'année. Et bon, c'est important aussi de pouvoir se comparer aux autres. Donc on peut, d'après les résultats du centre comptable, on peut aussi se situer par rapport aux autres exploitations. Je viens 3 fois dans l'année, 2 fois essentiellement pour vérifier les enregistrements qui ont été faits sur le micro. Et après la 3e fois pour les résultats, la remise de résultats et l'optimisation fiscale et sociale qui peut être choisie suivant la conjoncture et suivant ce qui s'est passé durant l'exercice. Pour le respect de leur environnement, les agriculteurs ont la volonté de mettre en œuvre de bonnes pratiques culturales. Ils sont à l'écoute ou à la recherche de nouvelles méthodes qui leur sont proposées par des démonstrations sur le terrain. Alors la hercéterie, la première chose, son avantage, ça va être de supprimer ou de diminuer largement les produits phytosanitaires pour désherber les blés. Alors cette technique-là pourra être utilisée sur d'autres cultures telles que le maïs, les haricots peut-être, les pâtures certainement. Et c'est surtout donc dans un souci de préserver l'environnement. Alors, le couvert végétal, là, là c'est de la moutarde. Alors, ça permet de couvrir le sol en hiver, donc on a moins de mauvaises herbes. Et bon, la moutarde pompe quand même pas mal d'azote dans le sol, qui est restitué au sol à partir du mois de février-mars. Il faut pouvoir la détruire au mois de février-mars avant qu'elle vienne en fleur. Il y a juste que la moutarde à détruire au début du printemps.
Des matériels innovants tels que la tonne à lisier avec pendillard ou avec enfouisseur permettent d'ajuster les doses et de diminuer les odeurs. Après une réflexion commune, l'achat de ces matériels se fait collectivement au sein de la CUMA pour en répartir les coûts. Alors, en 1993, j'ai investi dans cette fosse à lisier de 400 m3. Ça me permet de disposer de 6 mois de stockage et de mieux gérer les effluents. Du coup, ils sont mieux valorisés par les cultures. Cette mise aux normes m'a apporté de meilleures conditions de travail et en même temps de meilleures conditions de vie pour les animaux. Et on en a profité également pour améliorer le cadre de vie avec une plantation d'haies bocagères autour des bâtiments. Pour valoriser leur cadre de vie, à la fois privé et professionnel, les agriculteurs embellissent les abords des fermes. La commission extra-municipale agricole, composée d'élus, d'agriculteurs et d'associations locales, a, entre autres objectifs, la reconquête de la qualité de l'eau et la création de liens urbains-ruraux. La sensibilisation se fait par des réunions d'information, des bulletins bimensuels, des analyses d'eau organisées par le technicien environnement de la commune. Ce travail de concertation et de coopération sur le long terme a valu à la CUMA d'être récompensée au Grand Prix CUMA 1999, organisé par le Crédit Agricole du Finistère et la Fédération départementale des CUMA. Et Jean-Paul Nicolas. Le chèque des 3000 francs. En raison d'une situation privilégiée, le sud de la commune est en bord de mer, Plouzané attire de nombreux vacanciers. Gîtes ruraux, chambres et tables d'hôtes font le plein en été. Dans un gîte qui a été aménagé il y a 10 ans. C'était notre ancienne maison d'habitation et on l'a donc transformé en 2 gîtes. On a rajouté un penalty pour pouvoir avoir plus d'espace dans le 2e gîte. Et pour nous, ça nous a permis de garder en état un bâtiment qui sinon partait un petit peu à l'abandon. On a trouvé l'adresse du gîte en s'adressant directement au gîte de France. On voulait venir en Bretagne et puis on avait choisi le Finistère parce que c'est plus tranquille. On est venu déjà une fois l'an dernier et on a voulu revenir cette année parce qu'on a été enchantés de notre séjour. Cette possibilité permet aux agriculteurs qui le souhaitent d'atteindre leurs objectifs, diversifier leurs revenus, maintenir en état le patrimoine immobilier, rencontrer des personnes de différents milieux, favoriser les échanges entre urbains et ruraux. La CUMA favorise également la convivialité et les agriculteurs s'investissent dans des associations locales. Ici, par exemple, ils assurent le bon déroulement de la course cycliste dans les chemins ruraux. Une fête annuelle permet de renforcer le partenariat intercuma avec la Vendée. L'ensemble de la profession s'y retrouve, quartier et génération confondues, faisant ainsi vivre le lien rural.
Un des moments forts de convivialité de la Cuma Arbodou a été l'occasion de fêter son 20e anniversaire. Créer du lien social entre le monde agricole et le monde urbain nous semble être une évidence. L'entraide et la convivialité et la solidarité sont des valeurs sûres du monde agricole et des Cumas en particulier. Ce que nous avons voulu montrer donc, dans ce film, c'est faire partager ces valeurs avec la population de Plouzané. Et donc c'est expliquer notre métier, c'est montrer et ouvrir nos exploitations, c'est faire goûter aussi les produits de nos exploitations. C'est toutes ces valeurs-là que nous souhaitons montrer dans ce film et que nous souhaitons aussi faire partager aux écoles et aux enfants de Plouzané. Nous avons eu au souci aussi de redécouvrir un peu l'image des agriculteurs qui est parfois décriée. Les agriculteurs un petit peu montrés du doigt sur un certain nombre de dossiers. Et nous avons voulu par ce film montrer que les agriculteurs font aussi énormément d'efforts, en particulier sur les dossiers de l'environnement. Et notre souci d'ouvrir les exploitations, de montrer notre métier, fait aussi comprendre à la population de Plouzané que les agriculteurs ont un rôle au niveau de l'environnement, ont un rôle économique et un rôle d'aménagement de l'espace.